Je m'appelle Maxime. C'est qu'il y a 3 mois, j'ai découvert que mon frère avait épousé ma petite amie en secret, 6 semaines avant que je ne l'apprenne, alors que j'étais en déplacement pour un gros contrat à 3 heures de chez moi, dans la région lyonnaise. J'ai 33 ans et je suis ingénieur en génie civil et structure. J'évalue les systèmes porteurs, j'inspecte les infrastructures ferroviaires et routières, et je travaille sur la conformité des projets pour de grandes entreprises de BTP. C'est un travail précis et méthodique. On y apprend très vite que les émotions sont des données utiles, mais de très mauvaises conseillères. Cet état d'esprit m'a probablement sauvé quand tout s'est effondré. Chloé et moi étions ensemble depuis 3 ans. Elle est architecte d'intérieur en freelance, talentueuse, très sociable, douée pour analyser l'ambiance d'une pièce et cerner les gens. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un contact commun lors d'un salon professionnel à Paris. On a commencé à discuter et le courant est passé immédiatement. Au bout de 2 ans, nous parlions sérieusement d'avenir, d'un achat immobilier, et éventuellement de fonder une famille. Je ne précipitais rien, mais je ne faisais pas non plus traîner les choses. J'étais sincère dans chacune de nos conversations à ce sujet. Mon frère, Hugo, a 29 ans, soit 4 ans de moins que moi. Et dans presque tous les domaines mesurables, il a passé sa vie dans mon ombre. Non pas parce que je ai émis, mais parce qu'il n'a jamais rien construit par lui-même pour s'imposer. Nos parents, Sylvie et Bernard, ont passé des années à arrondir les angles. À chaque fois que Hugo ratait ses partiels, démissionnait d'un boulot sur un coup de tête ou bousillait une relation, il reformulait la situation, il disait qu'il se cherchait, il mettait ça sur le compte de la malchance. On attendait toujours de moi que je ne dise rien, que j'absorbe les turbulences et que je continue d'avancer. Je l'ai fait pendant longtemps parce que j'aimais sincèrement ma famille et que je pensais vraiment que ça ne valait pas la peine d'aller au conflit. C'est avec cette réalité que j'ai dû apprendre à vivre, je leur ai donné toutes les raisons de me sous-estimer. Le soir où je l'ai découvert, j'étais chez moi, dans mon appartement parisien. C'était un mardi. Je venais de rentrer de 6 semaines de mission sur un chantier dans une autre ville. De longues journées, du travail sur le terrain, le genre de contrat où l'on garde la tête dans le guidon et où le téléphone est presque toujours déchargé. Je me souviens que je dînais à la table de ma cuisine, déjà à moitié déconnecté pour la nuit. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu, une image en pièces jointes. C'était une photo prise à travers une porte vitrée, légèrement de biais, granuleuse, mais suffisamment nette. Hugo et Chloé se tenaient devant le guichet de l'état civil d'une mairie. Elle tenait des documents. Il avait la main dans son dos. L'horodatage dans le coin de la photo indiquait qu'elle datait de 6 semaines. La personne qui me l'avait envoyée avait également photographié le bord visible d'un acte de mariage posé sur le comptoir. J'ai regardé cette photo pendant un long moment. Voici ce que les gens attendraient probablement de moi, que je frappe dans un mur, que j'appelle Chloé en hurlant, ou que je roule jusqu'à l'appartement des Hugo à minuit. Je n'ai rien fait de tout ça. Ce qui s'est réellement passé, c'est que quelque chose à l'intérieur de moi s'est tout simplement arrêté. Pas brisé, arrêté. Comme un système informatique qui détecte une erreur critique et désactive les fonctions non essentielles pour protéger son noyau dur. J'ai posé mon téléphone face contre table. Je me suis servi un verre d'eau. Je ne l'ai pas bu. Je suis resté assis dans ma cuisine pendant 2 heures, je n'ai presque pas bougé et je n'ai appelé personne. J'ai simplement laissé mon cerveau faire ce qu'il fait quand je suis sur un chantier et que quelque chose cloche. J'ai commencé à analyser la structure du problème. Depuis combien de temps? À quel point était-ce planifié? Qui d'autre devait être au courant? Et qu'est-ce que cela impliquait pour tout ce que je pensais être acquis? Chloé m'a envoyé un SMS à 21h25, « Coucou, tu as mangé? Je pense à toi. » Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Au moment où je me suis levé de cette table, le chagrin était bien là. Je ne vais pas prétendre le contraire. 3 ans. Un avenir auquel j'avais vraiment cru. Un frère que j'avais défendu plus de fois que je ne pouvais le compter. Mais sous le chagrin, il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait moins à une émotion et davantage à une clarté absolue. Je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé quelques mots dans la barre de recherche, usurpation d'identité et fraude au patrimoine. L'écran a illuminé la pièce. J'ai commencé à lire. Je veux être clair sur un point avant d'aborder cette partie. Je ne suis pas quelqu'un de paranoïaque. Je ne cherche pas les problèmes là où il n'y en a pas. En 3 ans de relation avec Chloé, je n'ai jamais fouillé dans son téléphone,
je ne l'ai jamais interrogé sur ses allées et venues, je n'ai jamais nourri de soupçons infondés. Ce n'est pas mon genre. Alors, quand je dis que j'ai commencé à creuser, il faut bien comprendre que je n'étais pas en train de perdre la tête. Je réagissais à des preuves qui m'avaient déjà été servies sur un plateau. Il y a une nuance. Cette première nuit, j'ai lu pendant 3 heures. Droit de la propriété, loi sur les transferts frauduleux, ce qui constitue une utilisation frauduleuse d'identité dans un dossier financier en France. Je ne paniquais pas. Je construisais un cadre. Si quelque chose avait été fait, je devais en comprendre les contours avant de pouvoir déterminer jusqu'où cela allait. Le lendemain matin, j'ai répondu au message de Chloé en lui disant que je m'étais endormi tôt. Désolé pour le retard. Elle m'a envoyé une série de messages banals. J'ai calqué mon énergie exactement sur la sienne. Assez chaleureux, tout à fait normal. Elle ne se doutait de rien. J'ai maintenu cette façade pendant 3 semaines. Le 3e jour, j'ai contacté un homme nommé Leclerc. Ce n'est pas un détective privé au sens dramatique du terme. Il travaille dans la vérification documentaire et la traçabilité des fraudes financières, principalement pour des litiges de contrats commerciaux. Un collègue avait fait appel à lui 2 ans auparavant lorsqu'un sous-traitant avait essayé de facturer 2 fois la même prestation sur un projet de voirie publique. Leclerc est méticuleux, discret et cher. Je l'ai payé en espèces, en plusieurs fois. Je n'en ai parlé à personne. Ce qu'il m'a rapporté est arrivé par couches successives, chacune pire que la précédente. La première couche, c'était la chronologie. Hugo et Chloé étaient en contact régulier, bien au-delà de ce qu'une simple relation de beau-frère et belle-sœur pourrait justifier, depuis 14 mois. Cela avait commencé 4 mois après le début de mon cycle de déplacement professionnel, lorsque mon emploi du temps est devenu prévisible et ma disponibilité plus restreinte. Ce n'était pas impulsif. Ce n'étaient pas 2 personnes qui avaient trébuché dans une situation compliquée sans savoir comment s'arrêter. C'était délibéré, planifié autour de mon absence, comme un calendrier de construction s'organise autour des fenêtres météorologiques. La deuxième couche était financière. Chloé avait accès à mon appartement. Elle avait les clés, elle y dormait régulièrement. Le travail de Leclerc sur les métadonnées des documents de son téléphone a montré qu'elle avait photographié des documents financiers privés à au moins 6 reprises. Des relevés de compte, un projet de compromis d'achat conjoint pour un investissement immobilier que j'avais rédigé avec nos 2 noms pour un projet futur, jamais signé, jamais soumis, qui dormait dans un dossier de mon bureau à domicile. Elle en avait photographié chaque page. Il y avait également une demande de prêt professionnel qui avait été soumise à un organisme de crédit, en utilisant partiellement mes fiches de paie et mes justificatifs de revenus d'ingénieur. Je n'avais jamais vu ce dossier. Je ne l'avais jamais signé. La 3e couche était celle qui aurait pu véritablement me coûter très cher. Hugo avait soumis un document au service de la publicité foncière, tentant de s'inscrire comme copropriétaire, via une falsification d'acte, d'un terrain constructible que j'avais acheté comptant 2 ans plus tôt, en province. Un achat en mon nom seul, entièrement payé. La demande incluait ce qui était censé être ma signature certifiant ce transfert de part. Ce n'était pas ma signature. Leclerc l'a mise côte à côte avec ma vraie signature provenant de 3 documents différents, et les différences sautaient aux yeux, même sans être un expert. Le transfert n'avait pas encore été validé. Un retard administratif au cadastre l'avait bloqué. Si c'était passé avant que je ne m'en rende compte, annuler la procédure aurait été un véritable cauchemar juridique. La 4e couche était celle à laquelle je ne m'attendais pas, et c'est elle qui a tout changé. Sylvie, ma mère, était au courant de ce mariage depuis au moins 2 semaines avant que je ne reçoive la photo. Ce n'est pas Leclerc qui a découvert ça, c'est moi. En repensant à un appel téléphonique que j'avais eu avec elle 8 jours après avoir reçu la photo. Un appel où je n'ai rien dit de ce que je savais, et où elle n'a rien dit de ce qu'elle savait. J'ai réussi à récupérer l'historique des messages entre elle et Chloé après cet appel. Tout était là. Des félicitations, des projets de dîner, et un message de Sylvie à Chloé qui disait « Ne parle pas de l'histoire du terrain, c'est entre Hugo et son avocat. Maxime n'a pas besoin de savoir ça pour l'instant. » J'ai lu ce message 4 fois. Ensuite, j'ai contacté mon avocat et je lui ai demandé de préparer 3 dossiers de plainte distincts. Pas de les déposer, de les préparer. Je voulais que tout soit prêt avant de passer à l'action. À la fin de la semaine, chaque document était en ordre. Chaque dossier était classé, étiqueté et sauvegardé dans 2 endroits différents. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré.
Sylvie. Nous organisons un dîner de famille. Tout le monde doit s'asseoir autour d'une table et discuter. Viens à la maison ce week-end. Cette famille ne se brisera pas, je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu, j'y serai. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents en banlieue parisienne prend 40 minutes quand la circulation est fluide. J'ai utilisé ce temps pour réfléchir. Pas à ce que j'allais dire, car je savais déjà exactement ce que j'allais dire. Je l'ai utilisé pour m'apaiser, pour m'assurer que la version de moi qui franchirait cette porte serait celle dont j'avais besoin, pas engourdie, pas dans le paraître, juste parfaitement maître de moi. Il faut une discipline très particulière pour entrer dans une pièce remplie de gens qui vous ont sous-estimé et ne leur donner absolument aucune raison de revoir leur jugement. Pas tout de suite. Je me suis arrêté dans une boulangerie en chemin et j'ai pris une boîte de pâtisserie, celle que ma mère adore. Je veux que vous compreniez pourquoi j'ai fait ça. Ce n'était pas par cruauté. Ce n'était pas une mise en scène pour mon propre amusement. C'est parce que j'avais passé 3 ans à être une présence fiable et prévenante dans cette famille. Et je n'allais pas les laisser réécrire cette histoire en me transformant en quelqu'un d'instable le jour où ça comptait le plus. J'allais être exactement celui que j'avais toujours été, jusqu'à la seconde où je ne le serais plus. Je suis arrivé à 13h. Sylvie a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Elle m'a serré dans ses bras. Je lui ai rendu son étreinte. Elle a pris la boîte de gâteaux en me disant que je n'étais pas obligé de faire ça, et j'ai répondu que ce n'était rien. Bernard était dans le salon. Il s'est levé quand je suis entré et nous nous sommes serrés la main comme nous le faisons toujours, poigne ferme, brève, un peu formelle. C'est juste ce qu'il est, ce que nous sommes ensemble. Hugo et Chloé étaient déjà là. Hugo était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, celui vers lequel il se dirige toujours parce qu'il le place légèrement en hauteur par rapport à quiconque s'assoit sur le canapé. J'ai remarqué que Chloé était à côté de lui sur le siège adjacent, sans tout à fait le toucher. Elle a levé les yeux quand je suis entré, puis les a baissés presque aussitôt. Hugo m'a fait un signe de tête. Je lui ai rendu. Je me suis assis sur le canapé, j'ai accepté le café que Sylvie m'apportait, j'ai interrogé Bernard sur un projet de rocade locale que j'avais vu aux infos. Il y avait eu des inquiétudes concernant l'évaluation des fondations, a-t-il répondu. Nous en avons parlé pendant 4 minutes. Une vraie conversation normale. Je sentais le regard de Chloé sur moi depuis l'autre bout de la pièce pendant tout ce temps, essayant de lire sur mon visage quelque chose qui n'y était pas. Puis Sylvie s'est assise et l'atmosphère a changé, comme c'est toujours le cas quand quelqu'un décide qu'il est temps de commencer. Elle a pris les rênes, comme je savais qu'elle le ferait. Des éléments de langage prudent, conçus pour répartir l'inconfort de manière égale afin que personne n'ait à le supporter entièrement. Le résumé de sa position, formulé avec douceur mais fermeté, était le suivant, oui, la situation a évolué d'une manière qui n'était pas idéale, et oui, Maxime méritait qu'on communique mieux avec lui. Mais Hugo et Chloé sont mariés maintenant, et c'est une réalité que la famille doit accepter pour pouvoir aller de l'avant. Le mot qu'elle a le plus utilisé était « avancer ». Hugo a parlé ensuite. Il a dit que des sentiments étaient nés d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas et qu'il n'avait jamais voulu que ça se passe comme ça. Il a dit qu'il avait cherché le bon moment pour me le dire et que ce moment n'était jamais venu. Cette phrase, « le bon moment n'est jamais venu », je l'ai gardée en mémoire. 14 mois, et le bon moment n'est jamais venu. Chloé a dit qu'elle était désolée de la façon dont les choses s'étaient passées. Pas de ce qui s'était passé. La nuance était subtile et je ne pense pas qu'elle ait même réalisé qu'elle l'avait faite. Bernard a dit que j'étais assez fort pour gérer ça, bien mieux que la plupart des hommes. Un compliment déguisé en injonction. J'ai écouté tout ça. J'ai posé à Hugo une question sur son contrat de travail actuel. Quelque chose de banal, qui n'avait rien à voir avec la situation. Il a répondu, confus mais soulagé que j'ai l'air de réagir normalement. J'ai demandé à Chloé comment s'était terminé un projet d'aménagement pour un client dont elle m'avait parlé des mois auparavant. Elle a dit que ça s'était bien fini, la voix prudente. J'ai hoché la tête, j'ai posé ma tasse de café. Puis j'ai glissé la main dans la poche de ma veste, j'en ai sorti un petit câble HDMI, je me suis penché pour brancher une extrémité à mon téléphone et l'autre au port latéral de la télévision du salon. La même télévision que j'avais aidé Bernard à fixer au mur 2 étés plus tôt. Sylvie a souri, le genre de sourire de celle qui croit savoir ce qui s'en vient. Une concession, peut-être, ou une vidéo souvenir, quelque chose qui lui permettrait de clore l'après-midi proprement. Avant que nous ne tournions la page, ai-je dit d'une voix parfaitement neutre, je veux juste vous montrer quelque chose.
L'écran de la télé s'est allumé. Personne n'a parlé pendant les 30 premières secondes. J'avais organisé les fichiers dans un seul dossier, numéroté et classé chronologiquement. Pas de musique dramatique, pas de diapositive de titre, juste un fond sombre très simple, et le premier document ouvert qui remplissait l'écran. Je me suis mis sur le côté pour ne bloquer la vue de personne. Déformation professionnelle. La première chose que j'ai affichée, c'était le fil de messages. 14 mois de conversation. Je n'ai pas tout fait défiler. J'avais sélectionné 12 captures d'écran qui couvraient les points critiques. Horodatage visible. Non visible. Je les ai laissés à l'écran assez longtemps pour qu'ils soient lus entièrement avant de passer à la suite. La pièce lisait dans un silence de mort. La première capture d'écran datait du début de leur échange. Hugo demandait à Chloé à quoi ressemblait le planning de chantier de Maxime pour le mois suivant. Pas comment va-t-il, ni quand rentre-t-il, mais spécifiquement à quoi ressemble son emploi du temps. Chloé répondait en détail, les dates, les villes, mon niveau de joignabilité. J'ai entendu Sylvie prendre une lente inspiration. Je suis passé à la suite. Un message de Chloé, 10 mois plus tard, il va péter les plombs. La réponse d'Hugo juste en dessous, laisse-le faire. On sera à l'abri d'ici là. Hugo s'est levé d'un bond. C'est sorti de son contexte. Je suis passé au fichier suivant sans même le regarder. Il a continué à parler. J'ai continué à faire défiler. Au bout d'une quinzaine de secondes, il s'est tu, car il n'y avait plus rien à dire pour couvrir le bruit du silence. L'écran parlait de lui-même. Deuxième dossier, le document de la publicité foncière. J'ai d'abord affiché le formulaire de demande. Hugo apparaissait comme copropriétaire du terrain. Date de soumission, numéro de référence. Puis j'ai affiché la comparaison des signatures en écran scindé. La signature sur le document frauduleux à gauche, 3 échantillons certifiés de ma véritable signature à droite. Leclerc l'avait annoté. Les différences n'étaient pas subtiles quand on savait où regarder. Le visage de Chloé s'était complètement figé. Bernard était maintenant penché en avant, les coudes sur les genoux, les yeux rivés sur l'écran. Il n'avait pas prononcé un mot depuis l'apparition des messages. Troisième dossier, la demande de prêt. J'ai affiché la première page, mon nom, mon titre d'ingénieur, mes revenus, puis la fiche de métadonnées que Leclerc avait extraite des photos du document. Les horodatages, les coordonnées GPS correspondant à l'adresse de mon appartement à Paris, les dates qui coïncidaient avec les après-midi où Chloé était seule chez moi pendant que je faisais des heures sup sur un chantier. Chloé a bégayé, Maxime, ce n'est pas, puis elle s'est arrêtée, car sa phrase n'avait nulle part où aller. J'ai levé un doigt. Pas encore. J'ai ouvert le dossier audio. Il y a 3 enregistrements, ai-je dit, en gardant exactement le même ton mesuré. Je vais les jouer une fois chacun. Le premier extrait durait 42 secondes. La voix d'Hugo, claire, posée, parlant à quelqu'un que je n'ai pas pu identifier, expliquant que le transfert de propriété devait juste être validé avant que je ne rentre de mission. Et qu'après ça, ce serait « propre ». Le mot « propre » flottait dans la pièce comme un objet physique. Personne dans ce salon ne doutait de l'identité de cette voix. La mâchoire d'Hugo s'est crispée. Il n'a pas dit sorti de son contexte cette fois. Le deuxième extrait était un appel entre Chloé et Hugo, 3 semaines avant que la photo ne me parvienne. Ils discutaient de ce qu'il faudrait faire si je commençais à avoir des soupçons avant qu'il ne soit prêt. Son ton n'était pas paniqué. Il n'était pas tiraillé. C'était le ton de quelqu'un qui résout un problème logistique. Pragmatique, presque ennuyé. J'ai vu quelque chose basculer dans la pièce quand cet extrait a été diffusé, car jusqu'à ce moment-là, je pense que Sylvie et Bernard s'accrochaient à une version des faits où Chloé était une femme qui avait commis une terrible erreur émotionnelle. L'enregistrement ne laissait aucune place à cette version. Il l'effaçait proprement, sans rien proposer en remplacement. Chloé avait les 2 mains plaquées à plat sur ses genoux. Elle fixait le sol. Le troisième extrait a commencé, et Sylvie a reconnu sa propre voix en moins de 4 secondes. Il provenait d'une conversation entre elle et Bernard, captée par accident un jour où j'avais appelé mon père et qu'il avait oublié de raccrocher. Sylvie, ignorant manifestement que j'étais encore en ligne, disait clairement que je serais bouleversé, mais que j'encaisserais le coup, parce que je le faisais toujours. Et puis, l'important, c'est que Hugo ne perde pas le dossier du terrain avant que ce soit acté. Un silence de mort a suivi. L'enregistrement a duré 11 secondes. Je les avais comptés.
L'extrait s'est terminé. Sylvie s'est levée. Sa voix tremblait d'une manière que je ne lui avais jamais connue. C'était une conversation privée. Tu n'avais aucun droit. Je ne suis pas là pour débattre, ai-je répondu. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert un tout autre écran et je l'ai brandi pour que la pièce puisse voir le document clairement. Les plaintes ont été déposées jeudi dernier, ai-je ajouté. Toutes les 3. Le document sur l'écran de mon téléphone était un email de confirmation de mon avocat. Numéro de référence des dépôts de plainte, identifiant des dossiers, horodatage. Le genre de correspondance qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Hugo a traversé le salon en 3 enjambées. Pas vers l'écran, vers moi. Il s'est arrêté à environ 60 cm, assez près pour que ce soit perçu comme une pression. Il fait 5 cm de moins que moi et ne m'a jamais intimidé de sa vie. Mais je comprenais ce qu'il essayait de faire. Je suis resté à ma place. Je n'ai pas reculé. Je ne me suis pas avancé. J'ai juste attendu. Qu'est ce que tu as déposé, a-t-il lancé. Ce n'était pas une question. C'était une exigence, mais dépouillée de toute ponctuation. Je lui ai expliqué très clairement. La première plainte avait été déposée auprès du procureur pour tentative d'escroquerie au cadastre. Le faux document de cession était désormais signalé et faisait l'objet d'une enquête officielle de la répression des fraudes, et le nom des Hugo était lié à une soumission frauduleuse. Toute future transaction immobilière liée à son identité serait bloquée en attendant les conclusions de l'enquête. Le terrain restait uniquement à mon nom. Il n'avait jamais légalement changé de main, mais maintenant, il y avait une trace officielle de la tentative. La deuxième plainte concernait la fraude financière. La demande de prêt soumise avec mes informations sans mon accord avait été signalée. L'organisme bancaire avait été notifié et avait ouvert sa propre enquête interne. Selon la façon dont cette enquête se conclurait, le risque n'était pas seulement au civil, mais relevait du pénal. La troisième était une plainte au civil contre Chloé spécifiquement, pour accès non autorisé et reproduction de documents financiers privés. Son avocat et elle en aurait besoin d'un lui expliquerait ce que cela signifiait concrètement pour elle, mais pour faire court, les métadonnées, les horodatages et les données de localisation rendaient le dossier indéfendable. Je lui ai également parlé des comptes bancaires. Tout compte lié à ces actions, directement ou via les traces écrites que Leclerc avait reconstituées, avait été signalé à Tracfin et aux banques concernées. Pas vidé. Signalé. Ce qui signifiait que tout mouvement, tout virement, toute tentative de transférer des fonds déclenchait une alerte automatique. La fenêtre de tir qu'il avait prévue pour se constituer discrètement une assise financière à partir de ce qu'il m'avait pris ou tenté de me prendre était fermée. Fermée depuis jeudi dernier. L'expression des Hugo est passée par 3 états en l'espace de 4 secondes. La colère. Puis le calcul. Et enfin, quelque chose qui ressemblait beaucoup à la panique spécifique d'une personne qui réalise que la sortie de secours sur laquelle elle comptait a été murée. Tu peux retirer ces plaintes, a-t-il dit. Sa voix avait changé. L'arrogance avait disparu. On peut arranger ça. Retire-les et on s'assoit pour régler ça comme. Non, ai-je coupé. Chloé était restée silencieuse depuis la diffusion du 3e extrait. Maintenant, elle ne l'était plus. Elle a commencé à parler, à dire qu'elle savait que ça paraissait accablant, qu'elle comprenait pourquoi j'étais en colère, qu'elle n'avait jamais voulu en arriver là, qu'elle tenait toujours à moi en tant que personne et que ça n'avait jamais changé. Les mots sortaient vite et changeaient de forme en permanence. J'ai remarqué que chaque version de son explication contredisait la précédente. D'abord, c'était des émotions qu'elle ne pouvait pas contrôler. Ensuite, c'était un plan qui n'aurait jamais dû aller aussi loin. Puis, c'était l'idée des Hugo, et elle avait eu des doutes tout du long. Je n'ai réagi à rien de tout ça. Pas parce que je ne ressentais rien. Je veux être honnête à ce sujet. Debout dans ce salon, à écouter la voix de Chloé passer d'une justification à l'autre, il y avait de la tristesse en moi. Un vrai chagrin. Le genre de chagrin qui ne s'annonce pas bruyamment, mais qui pèse dans la poitrine comme un bloc de plomb. Je l'avais aimé. J'étais sincère quand je parlais de notre avenir. C'était réel. Même si rien de ce qu'elle m'avait donné en retour ne l'était. Mais le chagrin est une information. Pas une ligne de conduite. Sylvie m'a abordé différemment. Elle m'a parlé du fait qu'elle avait porté ses 2 fils, de ce que cette famille avait construit et de ce que j'étais en train de démolir. Elle a prononcé le mot famille 7 fois. J'ai compté, parce que compter les choses est ma façon de rester lucide quand la pièce devient trop bruyante.
Bernard a dit que j'allais trop loin. Cette remarque m'a frappé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Non pas parce qu'elle m'a blessé, mais parce que c'était la première chose qu'il disait depuis la diffusion des enregistrements. Il était resté assis là, à écouter son propre silence utilisé comme preuve, et sa seule réaction était de dire que j'allais trop loin. Je l'ai regardé pendant un instant. Puis je me suis baissé et j'ai ramassé ma veste posée sur la coudoir du canapé. Sylvie a bougé. Elle s'est plantée directement devant la porte. Nous savions tous les deux qu'elle n'allait pas m'arrêter physiquement. Là n'était pas la question. L'idée, c'était le geste, l'exigence que je reste dans cette pièce jusqu'à ce que la situation soit résolue d'une manière qui lui soit acceptable. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Tu ne sors pas de cette maison tant que nous n'avons pas réglé ça. » Je l'ai fixée pendant un long moment. Ma mère. Une femme que j'avais conduite 40 minutes pour voir toutes les quelques semaines pendant toute ma vie d'adulte. Une femme dont je venais de diffuser la propre voix, tirée d'un enregistrement où elle parlait de moi comme si j'étais une simple variable dans l'équation de quelqu'un d'autre. C'est déjà réglé, maman, ai-je dit. Et je l'ai fait sans toi. J'ai attendu. Elle n'a pas bougé pendant 3 bonnes secondes. Puis elle s'est écartée. Je suis sorti de cette maison à 15h14. Je connais l'heure exacte parce que j'ai regardé mon téléphone en arrivant à ma voiture. Pas pour une raison particulière, juste par habitude. Je note les horodatages. C'est ce que je fais. Je suis resté assis au volant pendant 1 minute, non pas par hésitation, mais parce que j'avais fonctionné sur une énergie hyper contrôlée pendant les 2 dernières heures, et je voulais la laisser retomber avant de prendre la route. Ensuite, j'ai démarré et je n'ai pas regardé la maison dans le rétroviseur. C'était il y a 2 mois. J'écris ceci maintenant parce que les choses se sont suffisamment décantées pour que l'histoire ait pris sa forme finale, et je préfère la poser par écrit une bonne fois pour toutes plutôt que de la traîner en morceaux dans ma tête. Voici ce qui s'est passé après la conclusion de l'enquête pour fraude immobilière. 4 semaines plus tard, l'acte falsifié a été officiellement annulé, rayé du cadastre et signalé dans le dossier des Hugo. Il a reçu un avertissement officiel de la justice, ce qui, concrètement, signifie que cela reste dans son casier et ressortira chaque fois que son nom sera soumis à une procédure immobilière ou juridique. Ça ne disparaîtra pas. Le terrain est intact, à mon nom, avec une trace administrative désormais si stricte que rien de tel ne pourrait réussir, même si quelqu'un essayait à nouveau. L'enquête sur les délits financiers a pris plus de temps. L'organisme de crédit a terminé son audit interne 6 semaines après ma plainte et a conclu que le dossier contenait des informations falsifiées. Ils l'ont renvoyé au pénal. L'affaire est en cours. Hugo est inculpé. Chloé l'est également en tant que complice. Leurs frais d'avocat combinés à ce stade sont colossaux. Je le sais non pas parce que je m'en réjouis, mais parce que mon avocat me tient informé des développements de l'affaire dans le cadre de la procédure. Chloé a réglé la plainte au civil que j'avais déposée contre elle par un accord à l'amiable. Les termes sont confidentiels, ce qui est la norme. Ce que je peux vous dire, c'est que son avocat lui a conseillé de transiger très tôt, ce qui en dit long sur la solidité de sa ligne de défense. Elle m'a contacté une fois par l'intermédiaire du cabinet de son avocat, pour demander s'il y avait un moyen de discuter. J'ai refusé via mon propre avocat. Il n'y avait plus rien à dire que les preuves n'avaient pas déjà formulé plus clairement que moi. J'ai géré l'aspect familial discrètement. J'ai un oncle, François, le frère aîné de mon père, quelqu'un qui a toujours fait preuve d'un niveau d'intégrité auquel le reste de ce côté de la famille aspire sans toujours l'atteindre. Je me suis assis avec lui une fois, je lui ai montré ce que j'avais projeté dans le salon, et j'ai répondu honnêtement à ses questions. Je ne lui ai pas demandé d'en faire quoi que ce soit. Je pensais juste qu'il méritait d'entendre la vérité de ma bouche directement, plutôt qu'à travers la version que Sylvie et Bernard finiraient par inventer. François n'est pas un homme dramatique. Il a posé quelques questions prudentes, m'a remercié de lui en avoir parlé, et la conversation s'est arrêtée là. Je n'étais pas là pour voir ce qui s'est passé au sein de la famille élargie par la suite. Tout ce que je sais, c'est que les appels que Sylvie a passés aux proches dans les semaines qui ont suivi n'ont pas eu l'effet escompté. Les gens avaient déjà entendu un autre son de cloche. Le mariage des Hugo et Chloé bat apparemment de l'aile. Je l'ai appris par François, qui l'a brièvement mentionné en passant. Je n'ai pas posé de questions supplémentaires. Ce n'est pas un sujet dont j'ai besoin de connaître les détails. Que leur mariage s'effondre ou tienne le coup ne change rien à ce qu'ils ont fait, ni à la façon dont j'ai riposté. Mes parents m'ont appelé 11 fois à eux deux au cours des 2 derniers mois. Je n'ai pas répondu.
J'ai envoyé un seul message écrit. Pas un email, une vraie lettre en recommandé avec accusé de réception, parce que je voulais qu'elle existe sous une forme qui ne puisse pas être capturée en capture d'écran et déformée. La lettre disait une seule chose, que je n'étais pas intéressé par le moindre contact tant qu'il n'y aurait pas de véritable prise de responsabilité, et non pas juste de la gestion de crise. Que je connaissais la différence, et qu'ils pouvaient prendre tout leur temps. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'attends pas, j'ai déménagé 3 semaines après cette réunion de famille. Même ville, dans un autre arrondissement de Paris, plus près d'un nouveau chantier auquel on m'a affecté. Le nouvel appartement est plus petit, mais la lumière y est plus belle et j'y dors comme un loir. Je ne mentionne cela que parce que je pense que certaines personnes s'attendent à ce que les conséquences de ce genre de drame soient synonymes d'insomnie et de fractures psychologiques. Ça n'a pas été le cas. Je crois que c'est parce que j'ai pris mes décisions tôt, que je les ai prises de façon lucide, et que je n'ai pas tremblé quand il a fallu passer à l'action. Il y a une paix très spécifique qui découle de cela. Pas du bonheur à proprement parler, juste de la solidité. Comme une structure qui a été correctement évaluée et renforcée. 3 ans. Un frère, une femme en qui j'avais confiance, des parents que je conduisais 40 minutes pour voir sans même qu'on me le demande. Je ne regrette pas une seule seconde de ce temps passé. Et je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait quand ça s'est terminé. Certaines structures s'effondrent parce que les matériaux étaient compromis dès le départ. On ne reconstruit pas avec les mêmes matériaux. On documente la défaillance, on déblaye le terrain et on recommence avec quelque chose de meilleur. C'est là que je suis aujourd'hui. Le terrain est propre.